Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du début du XXe siècle. Installez-vous confortablement pendant que nous partons pour la France. Jeanne de Coven est née le 29 mars 1915 à Boston, dans le Massachusetts. Elle a grandi dans les années 20, une période passionnante marquée par d'importants changements sociaux et politiques. C'était une décennie où, pour la première fois, plus d'Américains vivaient en ville que dans les fermes. La culture a changé à mesure que les gens avaient accès à la radio et au téléphone. Les palais du cinéma, grands théâtres urbains, accueillaient jusqu'à 2000 personnes et devinrent très populaires. Et en 1925, 50 millions de personnes par semaine allaient au cinéma. En 1929, la moitié des foyers américains possédaient une radio. Jeanne était passionnée de danse et s'est formée au ballet et à la danse classique. Et peu de temps après avoir terminé ses études, Jeanne a déménagé à New York, où elle a donné des cours de danse. En 1937, lorsque Jeanne avait 22 ans, elle a voyagé à Paris avec ses tantes. Elle était très enthousiaste à propos du voyage. Paris en été était un endroit très beau, et la ville accueillait l'exposition universelle, qui avait été décrite comme l'un des événements culturels les plus spectaculaires du XXe siècle. Ils ont pris une chambre à l'hôtel Ambassador qui était situé sur la rive gauche de la ville, au sud-est de la Seine. Bon emplacement, la plupart des attractions principales étaient accessibles à pied, avec une station de métro proche. Jeanne a passé les premiers jours à se promener sur les boulevards, à prendre un café dans les cafés et à admirer l'architecture dont le charme intemporel avait fait de la ville l'une des plus visitées et appréciées au monde. Lorsque Jeanne et ses tantes avaient du mal à retrouver une amie à l'hôtel, elles ont été ravies d'accepter l'aide d'un jeune homme qui leur a proposé de servir d'interprète. Il était très charmant et s'est présenté comme Siegfried. Ils ont discuté un moment et il a dit aux deux dames de simplement l'appeler Bobby. Ils s'entendaient bien, il a demandé à revoir Jeanne qui a accepté. Ils ont prévu de sortir ensemble quelques jours après. Excitée par cette perspective, elle a rapidement rédigé une lettre à une amie. Dans cette lettre, elle a écrit « J'ai rencontré un Allemand charmant, d'une grande intelligence qui se fait appeler Siegfried. Peut-être que je vais jouer un autre rôle wagnérien. Qui sait ? Je vais lui rendre visite demain dans sa villa, dans un bel endroit près d'un célèbre manoir que Napoléon a offert à Joséphine. » Le 26 juillet 1937, Jeanne a dit au revoir à ses tantes et est allée retrouver le jeune homme qu'elle avait rencontré quelques jours plus tôt. C'était une belle journée ensoleillée. Elle a marché vers sa villa le long des boulevards. Siegfried, ou Bobby comme on l'appelait parfois, semblait être assez intelligent, avec une bonne connaissance de l'histoire, de l'architecture et des arts. Jeanne était à l'aise avec lui et prenait des photos avec son nouvel appareil. Plus tard dans la soirée, la tante de Jeanne, mademoiselle Ida Sackheim, commençait à être très inquiète. Sa nièce n'était pas rentrée. Elles devaient aller à l'opéra ensemble, ce que Jeanne attendait avec impatience. Elle ne comprenait pas pourquoi elle n'était pas revenue et se demanda si le jeune homme était vraiment celui qu'il disait être. Il ne s'était vu qu'une fois auparavant. De nombreuses pensées lui traversèrent l'esprit. Son anxiété fut apaisée tôt le lendemain lorsqu'un télégramme arriva, l'informant que tout allait bien et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Mademoiselle Sackheim doutait encore que tout allait bien et alla voir la police. Cependant, il n'était pas du tout inquiet. Il n'était pas inhabituel qu'une jeune femme passe une nuit dehors avec un jeune homme. Ils lui assurèrent que sa nièce reviendrait sans doute bientôt. Ce soir-là, il n'y avait toujours aucune trace de Jeanne. Une autre lettre arriva, adressée à mademoiselle Sackheim. Cette fois, elle indiquait que sa nièce avait été enlevée et qu'elle devrait payer 500 $ pour qu'elle soit libérée saine et sauve. Mademoiselle Sackheim retourna immédiatement au commissariat de police. La police, cependant, ne prêta pas beaucoup d'attention aux lettres et ne croyait pas que la jeune fille disparue l'était réellement. Ils pensaient que tout cela n'était qu'une façon élaborée pour elle d'attirer l'attention des médias, bien qu'ils aient accepté de surveiller les endroits mentionnés où le ravisseur devait rencontrer mademoiselle Sackheim pour récupérer la rançon. Mademoiselle Sackheim informa alors le consulat américain. Elle a dit aux fonctionnaires que Jeanne avait quitté l'hôtel avec 300 francs et 430 $ en chèques de voyage sur elle. Sur elle. Peu après, des rapports ont signalé que ces chèques de voyage étaient encaissés. La personne qui les a encaissés aurait dû les signer et présenter un passeport. Donc, cela voudrait dire soit que Jeanne les encaissait elle-même, soit que quelqu'un se faisait passer pour elle. La police a enquêté et découvert que les signatures manquaient de conviction. Ils ont également été surpris que ce n'était pas une petite boutique douteuse qui les avait acceptées, mais une institution très respectable,
y compris une parfumerie, 2 banques et la place de l'Opéra. Sans nouvelles de mademoiselle Jeanne de Cauvin, le consulat américain a commencé à faire pression sur les autorités françaises pour qu'elles consacrent plus de temps à leur tentative de la retrouver. Le 7 août, l'enlèvement a été rendu public et, pour la première fois, la presse en a parlé. Bientôt, des témoignages affirmant avoir vu la jeune femme disparue ont bientôt afflué partout dans le pays. Et avec tout le nouvel intérêt suscité par la disparition, le frère de Jeanne de Cauvin, nommé Henri, est arrivé à Paris et a offert une récompense de 10 000 francs pour toute information permettant de retrouver sa sœur. Dans une déclaration, il a dit « Dans notre famille modeste, ma sœur est considérée comme une jeune fille sérieuse, incapable des agissements qu'on lui prête, qu'il s'agisse d'une escapade ou d'un coup publicitaire. » La police avait noté des incohérences dans les télégrammes adressés aux tantes de la disparue. Le premier télégramme l'avait appelée Tante Seki, alors que Jeanne appelait toujours ses tantes Tante Seki. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John qui possédait une fortune mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir 1 mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos, me demanderez-vous? En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez. Alors ne ratez pas cette occasion. Mademoiselle Sackheim était convaincue que la personne derrière la disparition de Jeanne était sans aucun doute le jeune homme qui était venu à son aide lorsqu'il cherchait une amie. Elle pensait qu'il était autrichien ou suisse. Depuis la parution de l'histoire dans la presse, il n'y avait plus eu de message des ravisseurs présumés, ni de tentative d'encaisser les chèques de voyage de Jeanne. Le 8 septembre 1937, le corps d'un chauffeur nommé Joseph Cuffy a été retrouvé sur la route de Paris-Orléans, près de la ville de Tours, l'une des plus grandes villes de la région du Val-de-Loire. Il avait été abattu d'une balle à l'arrière du cou. Sa voiture avait disparu et environ 2500 francs manquaient dans son portefeuille. Une autopsie a révélé qu'il était mort depuis environ 1 semaine. La police a enquêté et a découvert que le défunt était chauffeur de limousine, travaillant habituellement devant le Palais Garnier, emmenant des passagers dans différents endroits de la ville et au-delà. Le 1er septembre, on lui avait demandé d'emmener un client d'apparence aisée et s'exprimant avec distinction à Cannes. Des témoins pensaient que le client pouvait être anglais. 11 jours après la découverte du corps de Joseph Cuffy, l'affaire concernant la disparition de mademoiselle Jeanne de Cauvin a été classée. La police soupçonnait une disparition volontaire pour attirer l'attention, mais l'affaire reste non résolue. Son frère et ses tantes sont alors retournés à Boston. Le 16 octobre, un jeune producteur de théâtre nommé Roger Leblanc a quitté son domicile à Paris pour rencontrer 2 messieurs qui avaient promis d'investir dans ses spectacles. Il n'est jamais revenu. Plus tard dans la journée, son corps a été découvert dans une voiture garée en face du cimetière de Neuilly. Il avait également été abattu d'une balle dans la nuque et 5000 francs avaient disparu sur lui. 6 semaines plus tard, le 28 novembre, un agent immobilier nommé Raymond Léobrat a été retrouvé mort dans la cave d'une villa à Saint-Cloud qu'il faisait visiter à un client potentiel. Le client, un homme élégant parlant français avec un accent étranger, avait aussi été tué d'une balle dans la nuque, volé de son portefeuille et sa voiture avait disparu. La police a fouillé la villa et a trouvé une carte de visite appartenant à un certain Arthur Schott, qui travaillait comme représentant de commerce. Le commissaire Prambornier a repris l'enquête. Il devait retrouver Arthur Schott et a décidé qu'il fallait le considérer comme une personne d'un intérêt
particulier dans cette affaire. Son signalement a été diffusé à la presse et envoyé à tous les commissariats du pays. Il a finalement été retrouvé à Strasbourg, bien qu'il réside en réalité à Nice. Cependant, il avait un alibi solide et a rapidement été écarté comme suspect, mais pas avant d'avoir informé les enquêteurs que ses cartes de visite étaient récentes et qu'il ne les avait pas distribuées à beaucoup de personnes. Une personne à Paris à qui il en avait donné une était son neveu, un jeune homme nommé Fritz Frommer qui avait récemment disparu. Il a déclaré aux enquêteurs que le jeune homme avait récemment été libéré de prison en Allemagne où il avait été détenu pour ses opinions anti-nazis. Il était venu à Paris mais n'avait pas été vu depuis le 22 novembre. La police n'avait pas un bon bilan en matière de recherche de personnes disparues. Jeanne de Coven n'avait toujours pas été retrouvée et une autre jeune femme nommée Mademoiselle Jasmin Keller avait également été signalée disparue. Elle était venue à Paris début septembre depuis Strasbourg après avoir répondu à une offre d'emploi et n'avait plus été vue depuis. Les détectives ont réussi à découvrir que Fritz Frommer vivait dans un hôtel discret de la rue Saint-Sébastien. Le commissaire s'est rendu sur place avec un agent et a demandé à la propriétaire si elle connaissait l'emplacement du jeune Allemand. La propriétaire a répondu qu'elle ne le savait pas, mais qu'il était sorti le 22 novembre et n'était pas revenu. Ses affaires étaient toujours dans sa chambre. La propriétaire a ajouté que Fritz avait un oncle nommé Hugues Weber. Heureusement, il a été facile de retrouver ce monsieur, car Fritz Frommer avait utilisé son nom et son adresse lors de sa demande de carte d'identité. Le commissaire lui a rendu visite. Il était allemand et ne parlait que très peu français. Il a confirmé qu'il était bien l'oncle du jeune homme disparu et a déclaré que son neveu dînait habituellement avec lui le dimanche, mais que le dimanche précédent, il n'était pas venu. Il a également déclaré que Fritz avait été en prison en Allemagne et que, depuis son arrivée à Paris, il rendait souvent visite à un jeune Allemand dont le nom de famille était Carrère, un très beau et charmant jeune homme qui parlait très bien l'anglais et le français. Monsieur Weber a dit ne pas faire confiance à Carrère et pensait qu'il n'agissait sans doute pas légalement. Il a aussi précisé que les deux jeunes hommes s'étaient connus en prison à Saarbrück, en Allemagne, et que Carrère vivait dans le quartier de Saint-Cloud. Se rendant compte qu'il devrait parler au jeune homme, le commissaire a contacté les agents immobiliers et a rapidement trouvé l'adresse. C'était une propriété louée. Il a d'abord parlé à la propriétaire, une certaine Madame Marie Bru. Elle lui a dit que Monsieur Carrère avait été en retard pour payer son loyer en octobre et en novembre. En fait, le paiement de novembre n'a été effectué que le 29. Le commissaire Pramborn se souvenait que Raymond Les Aubras avait été retrouvé mort le 28 et que 5000 francs lui avaient été volés. Le commissaire a envoyé 2 inspecteurs à la propriété située à Saint-Cloud, mais à leur arrivée, le lieu était vide. Ils ont observé la cour où 2 voitures étaient garées. En s'approchant, ils ont remarqué que l'une avait le même numéro d'immatriculation qu'une voiture de Raymond Les Aubras. Ils ont décidé d'attendre. Au bout d'un moment, ils ont vu un jeune homme s'approcher de la villa. Il s'est présenté comme Monsieur Carrère. Il semblait plutôt agréable. Les détectives se sont présentés comme inspecteurs des impôts et ont demandé à entrer pour discuter. Le jeune homme a accepté et, à l'intérieur, a demandé leurs papiers d'identité. Ils lui ont alors dit qu'en réalité, ils étaient des policiers et lui ont montré leur badge. Ils lui ont ensuite demandé ses papiers d'identité. Le jeune homme a calmement mis les mains dans ses poches, mais au lieu de leur montrer ses papiers d'identité, il a sorti une arme et a tiré. Un inspecteur a été blessé par balle à l'épaule. 2 autres coups de feu ont été tirés, l'un frôlant l'inspecteur Bourgon. Cependant, ils ont réussi à maîtriser le jeune Allemand lorsqu'un des inspecteurs l'a frappé avec un petit marteau qu'il avait trouvé sur une table. Monsieur Carrère a alors été arrêté, menotté et escorté au poste de police. Sur lui, les agents ont trouvé un briquet en or qui a ensuite été confirmé comme ayant appartenu à Raymond Les Aubras. La police a fouillé la propriété. Il y avait 2 voitures à l'extérieur. Il a rapidement été établi que ces voitures appartenaient à Raymond Les Aubras et Joseph Cuffy. Au début, Monsieur Carrère ne parlait qu'en allemand, mais en voyant des officiers germanophones capables de l'interroger, il est devenu plus coopératif. Il a déclaré que son nom était en fait Eugen Weidmann. Des enquêtes supplémentaires ont révélé qu'il était né à Francfort le 5 février 1908. Il avait reçu une bonne éducation et ses parents étaient des gens travailleurs et respectables. À l'âge de 16 ans, il avait été envoyé en prison pour vol. Après sa libération, il a voyagé au Canada où il a été emprisonné pour vol à main armée. De retour en Allemagne, il a poursuivi ses activités criminelles et a de nouveau été emprisonné. Cependant, il semblait que partout où il était incarcéré, les gardiens le considéraient toujours comme un prisonnier modèle.
Pendant ce temps, la police fouillait la propriété à Saint-Cloud. Ils avaient trouvé un corps dans la cave, identifié comme Fritz Frommer, disparu. Lorsque la police a remarqué que les marches du perron avaient été récemment remplacées, elle a commencé à vérifier s'il y avait quelque chose d'intéressant. Ils ont rapidement fait une autre découverte macabre. Le corps d'une jeune femme qui s'est avérée être celle portée disparue depuis juillet, Jeanne de Coven. Enterrée avec son appareil photo, la police a développé des photos d'une touriste profitant d'une belle journée à Paris. Il y avait aussi des photos du jeune homme qu'elle était si heureuse de voir. Le jeune homme qu'elle croyait s'appelait Siegfried, mais qui était en réalité le criminel Eugen Weidmann. Quand ils l'ont interrogé à ce sujet, il a exprimé quelques regrets. Il a dit en larmes « Elle était douce et sans méfiance. Quand j'ai saisi sa gorge, elle est tombée comme une poupée. » La police avait aussi trouvé un passeport au nom de la disparue Mademoiselle Janine Keller. Eugen Weidmann a expliqué aux enquêteurs avoir publié une annonce pour un poste d'infirmière privée, à laquelle la jeune femme avait répondu. À son arrivée à Paris, il l'a emmenée se promener dans les bois de Fontainebleau. Là, il lui a tiré une balle dans la nuque, lui a volé 1400 francs et a retiré une petite bague en diamant de son doigt. Il a accepté d'emmener les policiers à la grotte où il avait caché son corps. La police devait établir qui d'autre avait participé au crime. Ils avaient identifié 4 autres membres du gang. Roger Mignon était l'un d'eux, ainsi que sa maîtresse, René Tricot. Jean Blanc était un autre. Il semblait être le financier du groupe, et Fritz Frommer, qui avait été tué et retrouvé dans la cave de la maison d'Eugen Weidmann. Il a été révélé plus tard qu'il croyait que Fritz informerait la police, car leur plan d'enlever des touristes contre rançon s'était maintenant transformé en meurtre. Au début, Eugen a refusé d'identifier tout complice, et a nié que quelqu'un d'autre ait été impliqué dans les crimes. Cependant, il est devenu plus coopératif après l'arrestation des autres. Il a dit aux officiers qu'il les avait rencontrés alors qu'ils purgeaient une peine à la prison de Sarrebruck, une ville du sud-ouest de l'Allemagne, très proche de la frontière avec la France. Lorsqu'ils ont tous été libérés, ils se sont réunis et ont eu l'idée d'enlever des touristes fortunés. Ils ont également recruté une femme nommée René Tricot. Elle devait faire des courses et encaisser des chèques de voyage, même si elle a affirmé ensuite avoir été forcée. Le corps de Jeanne de Coven a été rapatrié à New York, où, le 31 décembre 1937, une cérémonie funéraire a eu lieu à la chapelle funéraire West End au 200 West 91e Street. Elle a ensuite été inhumée au cimetière du Mont-Carmel. Le procès d'Eugen Weidmann, Roger Mignon, Jean Blanc et René Tricot s'est tenu à Versailles en mars 1939 et a fait sensation. Les journaux rendaient compte quotidiennement des débats et il semblait que toute la France suivait l'affaire. Cependant, l'issue n'a jamais vraiment fait de doute et, après que les avocats de la défense et de l'accusation eurent terminé leur plaidoirie, le juge a prononcé la peine de mort à l'encontre d'Eugen Weidmann et Roger Mignon. Jean Blanc a été condamné à 20 mois de prison et René Tricot a été acquitté. Cependant, la peine de Roger Mignon a ensuite été commuée en réclusion à perpétuité. La date d'exécution d'Eugen Weidmann a été fixée au 17 juin 1939 devant la prison Saint-Pierre à Versailles. Tellement de monde voulait assister à l'événement que des foules se sont rassemblées dès le soir du 16 juin pour obtenir les meilleures places. Les propriétaires des immeubles sur la place exigeaient des prix exorbitants au public pour accéder à leurs balcons. Beaucoup de personnes se sont enivrées et, à cause de leur comportement, le président français Albert Lebrun a interdit toutes les futures exécutions publiques, ce qui signifie qu'Eugen Weidmann a été la dernière personne à être exécutée publiquement en France. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme vous le savez, j'accorde beaucoup d'importance à tous vos commentaires et retours, alors n'hésitez pas à en laisser si vous en avez. Et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.